Kidam, qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature dans le parti en question, cela donnerait libre cours à l'élection Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la petite candidature de président qui a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de demander à toute légitimité quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Malienne. Nous suivons tous l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture que s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Malienne. Ces manipulations-là ont été faites. Maintenant, content de les avoir faites. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclamations publiques, M. Mefroy, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Manigem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yeka, a été déposé en 2018. Et tout ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ces derniers. Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les titulaires responsables de trois formations politiques: le Manigem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux par exemple de M. Kenga Dieudonné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Moi, je revenir sur les conclusions élémentaires. Dois-je rappeler à cette juridiction l'article 17, la loi numéro 2006/022, qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. Et si un délai jamais fait, il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier a acquiescé de son décision. Par quelle chimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Manigem dont je représente le candidat ce jour? Il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Manigem, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. Et lui, la répète qui a été introduite par ces derniers, qui essaie de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler. À la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère les partis. Et M. Yega, qui a engagé la procédure, une procédure pour laquelle j'en suis été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Malienne. Il n'en a pas qualité. Je voudrais maintenant que les développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette juridiction une procédure en évaluation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenny Ndetio, qui était le chef de la communauté Babatou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Quels sont les interlocuteurs du MINAC quand on parle de Manigem. Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important.
de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, cette pièce, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yega. Les documents datent de 2017. Peut-on rationner tempo ici, comparer les actes qui datent de 2020, 2027, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition des éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de séance sur la curiosité du comportement des élections au Cameroun. Parce que l'élection au Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akele Mouna. Alors pourtant, il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction de séance de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas. Dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Ounana, on avait affaire incontestablement à 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Ounana, Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends les remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubation en parlant des inutiles de votre confrère. Ça se dit votre avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Ounana et le RDPC, il s'agit de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Ounana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons affaire à un seul militant du Maliden. Le militant du Maliden s'appelle Camp Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant cette juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Celle de Lobidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? Non, non, c'est impossible. Alors, M. Yeka, exclu du Manidem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manidem? Au point qu'on puisse prétendre que ces derniers seraient le candidat investi par le Manidem? Telle la question à laquelle vous devez répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en base clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yeka reconnaît avoir été stipendié pour placer sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et nous, on est criés. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministère a appelé au ministère pour dans le monde avec ses papiers, le titre.
que l'étudiant ne fait que parmi vous. Donc, si la part de mérite, on ne peut pas accepter que la forfaiture c'est ça dans les palais de la République. Et j'ai abattu l'honneur de notre pays. Le ministre de l'Intérieur est une époque d'exécuter. Il ne produit aucun document. L'État doit justifier de la position d'État. Il dit, et en plus, je vois dans le dossier de M. Yeka. Une lettre du ministre dit, donne acte à M. Yeka, il dépose sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, y a-t-il le dossier où le ministre de l'État a donné acte à un autre candidat? Y a-t-il le dossier à donner acte? Pourquoi particulièrement le dossier? Reste ça le nous. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et je vous indique, la collusion suspecte qui est prise entre M. Yeka et le ministre pour paralyser la candidature du candidat de Manikel. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être présentés par les gens de mon mandat. Monsieur le Président, il faudrait lundi de ramener l'église au centre du village. Pourquoi les instituts de M. Alissé Palais devraient bénéficier à M. Yeka, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la circulation et c'est dans son village, à l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien pour venir trouver le jeu politique de la République. Parce qu'il y a des investigations qui sont les fautes. Et je ne le dis pas avec dire. Je le dis depuis 2011. Je sais quand même assidûment. D'abord la Cour suprême, siégeant son conseil constitutionnel, et depuis que ce conseil constitutionnel existe, je n'ai manqué aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. En tant qu'avocat, président pour le code du Maniel, je sollicite que soit mis en banque pour l'investigation qui est le vôtre et que vous avez utilisé en 2018 ici. Et c'est un dossier qui me concernait, que vous posez la question utile. Quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce que c'est José Yeka ou M. Anissé Kane? Pourquoi il est là? Il écrit sur la vie 2027 et du jour au lendemain, ça me prétend qu'un tiers venu de nulle part, n'ayant aucun de poisson politique, peut parler des questions d'investiture. Nous n'entrons pas dans ce piège qui est tendu par M. Yeka, en parlant des comités de sélection, comités de coordination et autres. C'est un débat que nous refusons d'aborder. Parce que non seulement il n'y a pas besoin de parti politique, mais c'est des questions qui ne ressortissent pas de la compétence du Conseil des Sénats. Si vous évacuez ces questions préalables, il restera une seule candidature, et celle qui est portée par le Manikel. Il fallait absolument que ces préalables soient mis en perspective pour que vous preniez la seule décision qui se doit être prise dans le temps de cette procédure. Il ne faudrait pas que les noms que vous portez fièrement et qui font la fierté de vos familles soient associés aux jeunes troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer le jeu politique camerounais. Il faudrait que le conseil dise non. Et le conseil a le pouvoir de dire non. Et le conseil a le pouvoir de dire à cette personne en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent? Lorsque vous aurez fait, vous aurez certainement rendu justice. Et je voulais le dire, tout sorti. Si on m'avait laissé croire que M. Yeka serait venu dans cette salle, je serais mordu. Parce que je ne peux pas comprendre la crédibilité de la compétition. Je ne peux pas comprendre l'opinialité de la volonté de fuir. C'est inacceptable. Quel nom entend-il laisser derrière lui? Quel nom entendons-nous laisser les uns les autres au Cameroun qui vient derrière nous? Ce pays doit être le havre dans lequel nous avons dans notre grandir. Et chacun doit jouer le rôle qu'il le tient. Alors, j'interpelle le conseil des séants de jouer son rôle. Et de ne pas laisser la République aller en volo pour faire plaisir à quelques personnes tapis dans l'or, qui ont décidé de se comporter comme des enfants et de traîner l'honneur de la République dans le tabou. Lorsque vous avez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait ouvrir à la République. Allez à Jacques S. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, après les observations ô combien brillantes de mon estimé confrère Moustapha Ouana, je prends la parole pour continuer dans la même foulée, sans toutefois dire ce qu'il a déjà dit. Monsieur le Président,
lorsque je faisais mes premiers pas dans l'avocature, je me rappelle la parole qui avait été prononcée par un éminent magistrat, M. Luc Jodo, aujourd'hui il est regretté mémoire. Il nous avait dit, lors d'une séance de formation, que nous appelions à l'époque conférence de stage, que la justice rendue doit refléter la justice. La justice rendue doit refléter la justice. Si l'on veut entrer dans l'exégèse de cette pensée, M. le Président, ça voudrait dire que l'institution judiciaire ne devrait pas se contenter de vider sa saisie pour se débarrasser d'un dossier. L'institution judiciaire a l'obligation de rendre des décisions de justice qui soient conformes à la loi et à ce que le peuple qui n'est pas initié doit voir. Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, j'ai écouté Monsieur le rapporteur, j'avoue que je suis resté sur ma faim, parce que j'ai eu le sentiment qu'il s'est décliné en essayant de renvoyer les parties dos à dos. Monsieur le rapporteur n'est pas rentré dans les méandres du dossier qui permet à l'auguste Conseil constitutionnel de séance de pouvoir dire le droit. Parce que, Monsieur le Président, il s'agit de dire le droit. Il ne s'agit pas de faire un délit de justice. Renvoyer les parties dos à dos sans dire qui a raison, ça fait renvoyer un délit de justice. Et auguste magistrat, professeur de rang magistrat, vous êtes, pour certains d'entre vous, Monsieur le Président, je pense que vous savez très bien que la loi interdit le délit de justice. Le délit de justice n'est pas seulement le fait pour le magistrat de prendre un dossier et de le ranger dans son tiroir. Le délit de justice, c'est aussi le fait pour un magistrat. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes des magistrats, bien que certains d'entre vous aient encore la casquette d'enseignant d'université. Lorsque vous siégez dans cette auguste institution, vous devenez des magistrats du droit constitutionnel. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, lorsque vous avez un dossier et que vous donnez le sentiment à ceux qui vous écoutent de n'avoir pas tranché la cause, vous rentrez dans ce qu'on appelle le délit de justice. Et écoutez, Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment indiscutable qu'il s'est rendu coupable de délit de justice. Mais seulement, Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, Monsieur le Président des membres du Conseil, l'avantage dans les procédures qui sont conduites devant les instances juridictionnelles suprêmes, telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est que le rapport du rapporteur ne lit pas le Conseil. Le rapport du rapporteur a valeur d'un avis, ou demeurant un avis consultatif. Ce qui revient à dire que vous, les autres membres du Conseil, vous n'êtes pas liés à ce que Monsieur le rapporteur a bien voulu vous proposer et qui, à notre sens, est totalement erroné. Déjà, lorsque Monsieur le rapporteur, concernant l'action introduite par M. Yabla Dieudonné, donne l'impression que les éléments d'irrecevabilité qui sont contenus dans ce recours sont négligeables, nous avons envie de dire, Monsieur le Président, que Monsieur le rapporteur n'a peut-être pas suffisamment lu le recours de M. Yabla. Lorsque vous prenez connaissance de l'article 57 de la loi de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'article 57 dit le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Dans la même foulée, Monsieur le Président, l'article 130 du Code électoral reprend la même chose. Je ne veux pas citer le même article parce qu'en fait, l'article dit que la requête doit être signée. La jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant ce cas de figure, c'est-à-dire les cas de figure où la requête n'est pas signée, c'est la même du requérant, c'est irrecevable. Je me serais attendu à ce que M. le rapporteur dise de façon claire et distincte que concernant le recours de Yabla Dieudonné, il est irrecevable. Deuxième chose, Monsieur le Président. Il y a un problème juridique qui se pose dans ce dossier et qui a été abordé sur un certain angle par mon confrère Moussa Sangwana, la problématique de la pluralité des instituts. Je dirais même que le problème qui se pose dans ce dossier, concernant la candidature du candidat Kantou, qui a été rejeté du fait que Yabla Dieudonné a déposé une autre candidature. Le problème, c'est la problématique de la pluralité des instituts. Alors, l'on devrait se poser la question de savoir quelle est la nature juridique et la pluralité d'investiture. C'est quoi la pluralité d'investiture? Parce que si le Conseil constitutionnel répond à cette question, je pense qu'il sera loisible de savoir si le candidat Maurice Kamto, qui a été investi par le Mali
l'a été de façon irrégulière. Je ne vais pas répondre à cette, ou bien définir la nature juridique de la pluralité des instituts en me référant à une définition codifiée. Je vais me référer à des éléments de comparaison factuelle. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, signe une correspondance adressée à peut-être l'association des présidents du Conseil constitutionnel en Afrique. Moi, Sinati Désiré, je signe aussi une correspondance où j'écris président du Conseil constitutionnel. La correspondance arrive au siège de l'association des présidents du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on devra considérer que le Conseil constitutionnel du Cameroun a envoyé deux candidatures? Puisque le président, c'est M. Clément Atangana, c'est sûr de tout le monde. Il suffira tout simplement de par la parole de dire mais comment ça se fait que le Cameroun nous envoie deux correspondances portant deux noms différents. Au fait, au Cameroun, qui est le président du Conseil constitutionnel? C'est clair et c'est M. Clément. Alors, pour revenir au dossier qui nous concerne, dans le dossier qui a été connu par le Conseil électoral nous dit qu'il rejette la candidature du candidat Maurice Kamto investi par le Malidem parce qu'il y a une pluralité d'investiture. En réalité, le Conseil nous parlait d'une coupe d'investiture. Parce qu'il y a de quelqu'un qui a introduit une candidature de confusion, il n'y en a pas une autre. Donc en fait, c'est une double investiture. Maintenant, est-ce que le fait pour quelqu'un qui n'a pas de qualité de se prévaloir de cette qualité, alors que celui qui a qualité, parce que reconnu par l'administration, de par une pléthore d'actes administratifs, est-ce que celui-là peut se voir conférer la qualité qui permet de remettre en cause la candidature de Maurice Kamto? C'est ça la question. Il va plus loin, lorsque vous regardez les différents combats qu'on fait en rapport cet aspect, mais c'est vraiment redondant que je le dis à vous. Il y a en droit ce qu'on appelle la théorie de l'apparence. La théorie de l'apparence. La tutelle des partis politiques, c'est le MINAC. Lorsque le MINAC, de par des courriers répétés, des correspondants, des actes administratifs, continue depuis pratiquement 2018 à double Anissé Ekané comme président du Malien. Et ce, jusqu'à la convocation du corps électoral et le dépôt du dossier de candidature du candidat Maurice Kamto. Le MINAC dit que c'est Ekané Anissé et avec le candidat Maurice Kamto qui est président du Malien. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture qui consiste à savoir que d'après ce que le MINAC dit, c'est égal à l'essai que le. Comment expliquer le fait que ces confusions de légitimité interviennent de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Malidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yahya Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président. Ne faisons pas une justice, je dirais même pas sélective, mais une justice aveugle, qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de ponctualité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai en tant que plaidoyer dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Est-ce que ça se fait dans un système démocratique, Monsieur le Président? J'irai encore plus loin. Parce que quand vous étudiez ce dossier de fond en comble, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte d'embuscade juridique qui est comportée depuis la base à partir du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration, Monsieur le rapporteur, dire qu'au terme de l'article 50 de la Constitution du Cameroun, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont opposables à toutes les parties, dont les camps. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'élection dit que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent lorsqu'il y a pluralité d'investiture. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a retiré les cas de pluralité d'investiture de ces cas de compétences juridictionnelles ou bien rationnelles matérielles. Mais comment ça se fait que ça change? Que le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent pour connaître une question. Quel est l'état que le Conseil électoral motive sa décision par cette question-là? Est-ce que par là, le Conseil électoral n'est pas en train de s'arroger l'exclusivité d'un temps du contentieux électoral en statuant en dernier ressort? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le rapporteur. C'est sur ça que vous avez dialogué dans votre rapport.
d'investiture n'est pas de ressort de compétence, du ressort de compétence du Conseil constitutionnel. Là, vous êtes en train de dire, peut-être sans le savoir, de façon dissidente, que désormais, l'État a l'exclusivité de compétence dans un parc du contentieux électoral, ce qui n'est pas normal. Ça n'a jamais été sans la volonté du législateur. Faire de l'État le juge exclusif d'un aspect du contentieux électoral au Cameroun. Monsieur le Président, parlant encore de la question de la parence, j'ai ici avec moi un certain nombre de correspondances. Et d'ailleurs, cette apparence qui a été véhiculée à maintes reprises par le MINAC est la conséquence de ce que M. Yanga Dieudonné avait été exclu par une résolution qui n'a pas protesté. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'un militant exclu d'un parti politique par une décision? Un militant exclu d'un parti politique par une résolution d'un organe compétent du parti qui n'a jamais contesté la résolution, qui a même attaqué le Congrès, qui l'a exclu en justice, mais a été député, n'a pas contesté la décision qu'il a débutée. Comment peut-on exclure aujourd'hui que cette personne se soit conférée la qualité par le MINAC pour être reconnu comme président du humanitaire de ce président? Comment le MINAC peut expliquer cette absurde juridique? Encore que le même MINAC se contredit. Lorsque, dans son communiqué à la presse du 25 juillet 2025, il dit que le site internet du MINAC a été manipulé pour intégrer le nom de quelqu'un qui n'a pas qualifié. Quand on sait qu'avant la manipulation dont il parle, le nom de la personne qui était, c'était le nom de M. Ekali Alissé. On a donc fait de comprendre la conclusion. Le ministère, par cette correspondance, dont je suis sûr que vous avez copié au dossier, reconnaît bien que le président légitime, légal, statutaire du Manilène, c'est Ekali Alissé. Il n'y a pas de doute. Si le président c'est Ekali Alissé, comment peut-on parler de double investiture? Si le président c'est Ekali Alissé, ça veut dire que l'investiture qui a été signée de la main de Yanga Dieudonné est un acte approprié, un acte facile, un acte faux, un acte qui n'a aucune valeur juridique. Et dès lors, monsieur le président, on se retrouve dans un cas de figure où la seule investiture qui est valable et régulière, c'est celle qui porte le nom et la signature du président reconnu par le MINAC jusqu'à la falsification de son propre site internet. Bien communiqué à l'essai Ekali. Oui, monsieur le président, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, vous avez votre office vous confère également compétence comme juge de la parole. Être juge de la parole ne veut pas dire que vous allez rentrer dans le contentieux du fonctionnement d'un parti politique. Non. Être juge de la parole veut dire, de par les éléments apparents qui nous sont présentés, de par le comportement de l'administration avant le dépôt de la l'administration, la tutelle, et même l'État, parce que l'État, chaque fois qu'il est question de collaboration avec le ministère, il est qualifié et qualifié. Mais les données changent une fois que la candidature de Moïse a été déposée. Est-ce que vous devez accepter ça, monsieur le président? Ça, c'est du faux. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel doit désormais juger le faux, mais de par les éléments d'apparence, vous avez la possibilité de dire cette affaire nous semble libre de telle. Parce que le ministère m'a dit que c'est le MINAC pour la candidature. Il a dit ça, que c'est le ministère. Moi, je pensais qu'il viendrait aujourd'hui pour que je lui pose la question de savoir par quelle alchimie juridique, il peut aboutir à la conclusion selon laquelle le site internet du ministère dont il a la charge a été falsifié et ne pas dire exactement qui est le président dont le nom a été falsifié. Parce que ça peut être la conséquence de ce qu'il a écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit. Monsieur le Président, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, je ne vais pas être plus long que ça. Moi, je voudrais, à la fin, de façon respectueuse, vous rappeler que la justice fait partie, c'est le principal fondement d'un État démocratique. C'est le principal fondement d'un État démocratique. Là où la justice refuse de jouer son rôle, la justice est en train de sacrifier une nation. Là où les juges qui sont chargés de démonter l'application de la loi refusent de faire leur devoir, la justice n'existe pas. Vous savez très bien que cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Non pas parce que les Camerounais sont des gens qui aiment la piscine, mais parce que chacun sait qu'il y a une injustice quelque part. Et la victime de cette injustice, c'est Maurice Kamto. Nous le savons tous. Nous intervenons, je le dis encore, comme conseil humanitaire. Le parti politique qui a investi le candidat Maurice Kamto. Donc, pour conclure, monsieur le Président,
nous invitons les illustres juristes que vous êtes à bien vouloir reconsidérer la proposition de décision qui a été formulée par M. le conseiller. Bien entendu, déclarer le recours d'Iyaka Dieudonné irrecevable parce que non seulement il a été exclu, mais en plus, il n'a pas qualité pour représenter le Mali. S'agissant du recours de notre candidat, du candidat que nous avons investi, nous pensons que les moyens de droit qu'il a développés sont pertinents. Et d'ailleurs, dans un souci d'équité et de bonne justice, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses compétences, peut évoquer à nouveau, même si des questions qui n'ont pas été soulevées par le parti, parce que c'est généralement le Conseil constitutionnel peut aussi statuer sur des questions d'irrégularité qui ne ressortent pas des recours des partis. Monsieur le Président, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, j'en aurais terminé pour le compte de Bon, monsieur le Président, je voudrais également introduire le président du parti politique, Kanye Anissé, qui à notre suite va prendre la parole. C'est l'éminent membre du Conseil. J'ai le sentiment qu'on a assisté à un jeu de théâtre qui le monde sait de quoi il s'agit. Et les gens font semblant. Lorsque Ponce Pilate demande de couper la main en deux, vous pouvez aussi couper la main en deux. Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est avanqué par deux mères, c'est que le frère Ponce Pilate couper l'enfant en deux. Vous aussi, vous pouvez couper le baptême en deux. Vous devez chercher qui est le père, je ne sais pas. Donc c'est un théâtre très amusant et dangereux. Très dangereux. C'est aussi le théâtre entre un ex-humeur de fantôme qui n'est pas là. Il devait être là, tout le monde le connaît. Il devait qui joue au fantôme. Parce que mon ex-camarade n'est pas à plusieurs reprises dans les radios petits qui s'occupent de Bombok et de l'association de consommateurs depuis 8 ans. C'est aussi la jonction entre une exigence de vengeance absolue et la complicité d'un chaudeur exhumeur du cadavre. Vous avez bien aimé voir les exhumeurs, mais généralement, les exhumeurs travaillent la nuit. Ici, on ne le voit pas. C'est pour cela que le dossier a été déposé un peu avant minuit. Le recours, un peu avant minuit. Apparemment, les exhumeurs là. C'est triste. Alors, pour aller vite, quelqu'un a déclaré qu'il veut se venger. Je l'ai lui dit. Il demande officiellement pardon. Là-bas, il lui dit, mais il vous prie alors. Il soupire. Il pense à tout ce qui meurt au du soin. Il pense à son ex-camarade là-bas dans Kwama. Il est mort, faute de soins. Boussidji, faute de soins. Il est Lamatou, faute de soins. Tiwa, faute de soins. Il m'oublie. Je lui demande pardon. Pardon, il m'a oublié moi. Il m'a lâché. Mais pense aux autres. Pense au pays. Pense à sa famille. Ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens où la porteur dérive. Inqualifiable, perçu comme une injustice par la plupart des gens qui sont ici, même ceux qui sont à ma gauche, ils sont malins, c'est de grands malins, je les connais tous. Je dois vous dire, chers membres, merci Monsieur le Président, comment voulez-vous formuler le monde entier
Forcément, en bricole, on fait des erreurs. Pour les coller, nous déposons notre dossier. C'est le jour du dernier délai de dépôt de dossier. Il écrit à l'État que le nouveau président sorti du cimetière de Clavicor s'appelle les Blancs. Un petit gamin transféré rapidement cet appel. Au lieu de mobiliser notre pays qui a bien d'autres choses à faire, de se pencher sur le faux. Aussi, je n'ai jamais vu ça. Et non, pas tel. Je voudrais donc que monsieur le président du Conseil, le membre du Conseil, quelle que soit la décision que vous allez prendre, dans ce sénateur, que au Cameroun, on peut faire les fantômes, on peut faire des fantômes, des vrais fantômes. Si c'était naturel, la nature, les blancs, pourquoi les mots en milieu, c'est la nuit, subentissement, et les recours, la nuit, en minuit. Ceux qui sont dans la vérité, dans la lumière, dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres restent dans les ténèbres. Il y a beaucoup d'exemples dans ce pays. Les gens qui sont dans les ténèbres, ils sont restés. À vous de jouer, monsieur. Je répète. Le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai dit tout à l'heure, à la première prise de parole, combien j'étais honoré de prendre la parole devant dans cette procédure contentieuse électorale. C'est un moment particulier, mais je vais m'en tenir au cadre que vous avez fixé vous-même, Monsieur le Président, après des interventions brillantes de mes conseils, y compris ceux qui ont fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par M. Yelta. Ma tâche est rendue extrêmement facile et je voudrais faciliter la vôtre. En rappelant seulement ceci. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique qui présente sa candidature réunit des exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem est un parti. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si des instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses qui entrent, si dans l'organe qui me confère l'investiture n'est pas compétent pour le faire, au regard justement des textes, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association qui va porter la candidature du candidat, ce qui lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par là. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises que l'Élecam lui-même, à aucun moment n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence de versement des fonds de vie. Rien de tel dans notre pays. Le seul argument que l'Élecam présente, c'est de dire pluralité d'investissement. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas que
pluralité linguistique. Mais il ne devait pas y avoir pluralité linguistique, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association. On a donné les éléments politiques. Il me semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre juridiction serait extrêmement simplifiée. C'est-à-dire, durant ma modeste personne, est-ce que M. Kanto a fourni, s'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du ministère comme président de cette commission. Il me semble qu'en ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure, sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, puisque honorablement donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. En fait, votre décision est gravée dans le marbre, quelle que soit son petit pendant des heures ici, lors des plaidoiries devant lui, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Il ne vais pas, ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion de nous lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas pour moi et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, non plus que c'est à tort que Elikam a rejeté aussi le candidat de M. Kanto qui satisfait toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en nous disant justice sera rendue, je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler les styles que j'ai tous les uns et les autres, parce qu'il se trouve que je connais un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Je pense que vous saurez dire qui est bon pour la justice, pour le droit et pour la République. Je vous remercie. Je suis maître Menkem Soter, avocat avec résidence professionnelle à Yaoundé, conseil de M. Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle. La charge qui est mienne est de rappeler succinctement les faits. Pourquoi? Parce que le conseiller rapporteur n'a pas repris les faits et n'a pas repris les dispositifs tels qu'ils se devraient pour permettre une analyse épais de la cause. Honorablement, après la convocation du corps électoral par décret numéro 2025 par 305, signé le 12 octobre, signé le 11 juillet 2025, le candidat Maurice Kamto a en date du 17 juillet 2025, au respect des dispositions des articles 103, 117, 118, 120, 121 et 122 du code électoral, déposé sa candidature en y joignant toutes les pièces qu'il fallait pour justifier sa candidature, y compris l'aide d'investiture. Le 26 juillet, LECAM et la résolution numéro 2025 par R, par LECAM, par C2, admettre 13 candidats par individuel en correspondance de cette même date. Nous avons été modifiés. De l'index numéro 00734 par LECAM, l'article 2 du 26 juillet 2025, portant rejet de sa candidature par la résolution 2025 par R, par LECAM, par C2. Une fois ayant reçu cette notification, le professeur Maurice Kamto a déposé une requête contestation et contestation de la résolution 2025 base. Et ensuite, a demandé justement de cette requête et a introduit une seconde requête qui porte en objet cette fois-ci
première requête en annulation de la résolution 2025 par 013 bar RPA LECAM passé le 26 juillet 2025 portant le gel des candidatures par les 00534 bar LECAM bar DG 26 juillet 2025. Positif cette requête contient le livre. Annuler la résolution de festival par LECAM bar 26 juillet 2025 portant le gel des candidatures à l'élection du président de la République, ce qui concerne déclaré recevable et valide investi par le parti présidentiel à l'élection du ordonné au Conseil électoral de l'ECAM procéder à l'instruction. À l'appui de cette requête, il a avancé 2 points. Sur l'illégalité, sur les pluralités d'institutions, sur l'éligibilité de sa candidature. Le lendemain du dépôt de cette requête, c'est-à-dire le 29 juillet, 16 h, le candidat Maurice Kamto a reçu par le biais de notification de la requête. Il est important également de lire l'objet de l'initiative. Requête en contestation d'une résolution de rejet d'une candidature à l'élection. Et au dispositif, nous recevons la présente requête pour avoir été déposée dans les formes de constater que l'article 121 d'ailleurs du code électoral a été publié par le Conseil électoral et dit que le contentieux porté présentement devant le Conseil constitutionnel n'est point déterminé qui est et n'est le cas, et n'est pas le cas. Cela ne relèverait pas de l'abondement du Conseil constitutionnel. Mais le savoir qui a été investi conformément à la loi qui est au statut, c'est-à-dire que le président constatait que seul le président était de loi. Il dit qu'une restitution faite en violation de la loi et des statuts du règlement intérieur ne saurait en être une manière d'emporter la pluralité des investitures. Il va plus loin de constater que l'investiture de notre candidat n'a pas été conforme au statut. En conséquence, accepter, recevoir et valider la requête. En ce recours, notifié au professeur Maurice Kamto, il a immédiatement réagi le lendemain au 30 juillet, dans sa réponse, il dit également de constater, au vu des jurisprudences de la Cour suprême en matière de texte, que les faits ont été mélangés, le droit, mélanger les faits et le droit, précisé de cette jurisprudence. L'arrêt numéro 43 du 28 janvier 1964 et l'arrêt numéro 107 du 30 mai 1974 affaire à Tchamblan contre Mme Sandrine Martinez. Déclaré le mémoire responsable de la fête de le 31 juillet, les conseils du professeur Maurice Kamto ont saisi le Conseil constitutionnel par une lettre de déclaration pour réclamer la notification des mémoires éventuellement déposés. Et à cette requête, nous avons reçu la requête de l'ECAM demandant de joindre les 2 procédures du professeur Maurice Kamto. Donc, l'un visant le justement et l'autre en cours d'instruction. Le second acte reçu de ce greffe est un acte sérieux auprès de direction. C'est l'acte du ministère de l'administration territoriale. Mémoire ministère de l'administration territoriale. Pas une mémoire réponse. Arrivé à ce greffe le 29 juillet. Et c'est également que la requête de l'ECAM ne reste pas encore peu. est aussi arrivé le 29 juillet. Le mémoire qui n'est pas également une requête dont il n'est même pas parti. Est aussi arrivé le 29 juillet dans laquelle le MINAC
demande de recevoir l'État du Cameroun. Nous savons pas si l'État du Cameroun est parti au procès Pélécam, qui est membre qui fait le corps avec l'État du Cameroun. Et de rejeter la requête de Jean Wescam. En cette mémoire, nous avons, en date du 1er août, fait des observations dans lesquelles nous sommes restés sur notre ligne où nous demandions à l'office de juridiction de recevoir sur Wescam observation plus fondée. Constater que le requérant s'est formellement utilisé des enquêtes avec le budget et enregistré sur le 39. Constater qu'elle est capable d'acquérir les arguments de l'unité par Wescam. Et en ce qu'aucune contestation a été formulée par EDECAM dans les délais de l'article 130 alinéa 4. C'était la réponse à EDECAM. En ce qui concerne la réponse à l'effet, nous avons au principal donné acte au minage de son acquittement au moyen des faits dans le scandale. Déclarer le mémoire du minage et recevoir rejeter et écarter des débats l'ensemble des pièces et revendre, c'est déclarer incompétent à connaître le content de l'investiture, à juger en discutant. L'ancien bénéfice de sa requête d'introduction et y fait entièrement. À la suite de cette conduite, nous avons été notifiés de la date d'audience du jour. Et les conseillers rapporteurs nous ont en substance donné la teneur de son rapport. Donc, la simple observation que nous allons avoir sera sur le principe. Droit, posture, en ce que, avant de procéder à l'examen au fond d'une procédure et d'administrer l'injonction de faire bonne administration de justice, un éminent membre de ce conseil, qui avec d'autres matières grises en matière de droit, opposait le principe de l'examen préalable de la recevabilité, donc les compétences d'abord, et ensuite la recevabilité des du corps de l'exécution avant tout examen. C'est-à-dire, quand l'État est deux recours ayant deux objectifs, marquant le problème d'investiture, celui de M. Yebga, et l'autre posant juste des pièces liées à l'éligibilité de ces candidatures, le rapporteur est allé à l'encontre des principes de procédure. De procédure, juste comprenez les questions précisées. C'est pour dire, l'article que je cite, les chroniques de jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais 2018 à 2020. Même dans l'ordre de présentation de cet article, désignant ce matière grise comme quoi, on commençait d'abord sur l'examen de la compétence. Après avoir éliminé toute la compétence, on procédait par la recevabilité avant de parler de l'administration et procéder éventuellement dans le cas d'espèce. Le conseil a demandé se créant des problèmes de jonction dans lesquels ce candidat il jouait deux statuts, dans lequel celui-là pose plusieurs problèmes sur la qualité de celui qui devait l'investir et dans lequel il traîne cette aucune juridiction dans la question de l'investiture. Si on va dans l'examen de l'ordre, on commence par vérifier si le conseil est compétent à examiner ce recours porté sur les questions d'investiture et ensuite vérifier si le conseil trouve ce recours recevable et enfin, après avoir défini ces deux solutions, ce recours externe procéder à l'examen. Celui du conseil Campo par l'investiture. N'allez pas prendre
quelqu'un qui se plaint de son investiture, alors d'abord qu'il est déjà, que vous êtes déjà incompétent, et forcer l'adoption avec celui qui n'a pas parlé de problème d'investiture. Finir l'adoption et dire que les deux malais de l'investiture, vous allez réussir. Non. Restons dans l'orthodoxie de la personne. Ne voulons pas cet ordre de principe. Restons alignés les uns le soir à maintenir, continuer l'analyse des moyens, point au recours au cercle capitaux, en vous demandant tout simplement au principal d'aller joindre. D'aller joindre les deux. Vous allez examiner chaque recours individuellement et constater que celui de le cas. Vous êtes incompétent d'être recevable, vous êtes incompétent de statuer sur les problèmes d'investiture. Vous allez admettre le recours du cercle capitaux et le déclarer candidat à l'élection officielle de 2025. Vous allez considérer que le mémoire légal n'est pas une pièce permettant de saisir le Conseil constitutionnel. Vous allez plus loin constater qu'elle est quand même acquiescée. Tous nos demandes a demandé juste une notion, mais de manière foreclose. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus rien à faire valoir. Et tenir compte de ce que nous avons déposé une requête, demander des pièces en date du 31 juillet, et ce ne sont que ces deux pièces que nous avons reçues. Merci. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du dit Conseil, je m'appelle Martin Ténézois, avocat au barreau du Cameroun, constitué pour la cause du candidat Kanto Maurice. Alors, Monsieur le Président, dans ce jeu, je vais indiquer, étant donné que l'ombre de la jonction de procédure plane dans les deux causes que vous êtes en train de mettre, que Monsieur le Président et Kali Alixer vous a servi une image, peut-être qu'elle est passée, je voudrais encore vous présenter cette image. La cause que vous avez devant vous, ce jour, imaginez-vous, concerne un jeune enfant, un bébé tiraillé, ce qui vous a indiqué, tiraillé par deux mères. Chacune des deux mères revendique la maternité de cet enfant. Cet enfant est tiraillé au point de se couper en deux morceaux. Et la cause est déférée devant vous. Alors, question, allez-vous, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, et pour cela, je me réjouis de ce que, au rang de vos membres, vous avez des mères, allez-vous alors abandonner cet enfant qui est tiraillé par les deux mères? Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous savons que chaque enfant doit avoir une seule mère. Est-ce que vous allez laisser cet enfant se retrouver tiraillé au point de se retrouver en deux morceaux? Ou alors, vous allez laisser plutôt l'option d'investiguer pour savoir laquelle des deux mères est véritablement la mère de l'enfant. Et là, je fais allusion à la mesure d'investigation qui a été servie devant vous. Parce qu'au-delà de tout, il me semble que vous ne pouvez pas échapper à cette mesure si vous voulez rendre justice dans cette cause. Est-ce que vous allez abandonner cet enfant alors même que la science, je fais allusion aux examens ADN, que vous permettre de dire quelle est la mère de l'enfant? Alors, Monsieur le Président, cela dit, je poursuivrai en disant qu'il est un secret pour personne que le corps électoral a été convoqué en vue de l'élection présidentielle en date du 12 octobre 2025. Et au-delà de la convocation de ce corps électoral, Monsieur le Président, beaucoup de citoyens camerounais ont déposé leur dossier de candidature, ont postulé aux fonctions de président de la République. Monsieur le Président, il faut dire Monsieur le Président, que notre organe en charge des élections a reçu, si je ne me trompe, 83 candidatures. Même les citoyens qui n'étaient pas en âge de postuler ont postulé et les campagnes. D'autres qui n'avaient aucunement l'intention de payer la caution de 35 millions. 30 millions autant pour moi.
ont vu leur candidature être reçue, alors même qu'ils ont manifesté l'abstention. L'un d'eux a bien affirmé qu'il n'avait pas l'intention de payer la caution parce que, dit-il, l'État lui doit de l'argent et qu'il n'était pas question d'ajouter de l'argent sur l'argent. Mais ça n'a pas empêché à Eléka de recevoir sa candidature. C'est-à-dire qu'ils ont vu un engouement pour les Camerounais de postuler à la fonction présidentielle. Mais nous y avons vu une banalisation de cette fonction. Le président, un désordre. Alors, je dirais tout de suite en disant que c'est avec une grande légèreté que Eléka a donc reçu ses candidatures. Une légèreté légendaire. Et c'est avec la même légèreté que Eléka a traité ses candidatures. Et dans la foulée, les 83 candidatures reçues au départ, seuls 13 ont retenu son attention. 13 candidats ont été retenus. Et il faut le rappeler, parce que, Monsieur le Président, nous sommes là en train, comme l'a dit Mme Moustapha avant moi, nous sommes en train de vivre des moments historiques. Les 13 noms qui ont été publiés ont circulé sur les réseaux sociaux 2 jours avant. Et les camps étaient interpellés. 2 jours avant. Tout ce que le Sénégal a pu faire 2 jours après, c'était de classer ces noms par ordre alphabétique et de les publier. Et les camps, le peuple camerounais se regarde. Alors, Monsieur le Président, dans la foulée donc de rejet des candidatures, la candidature de M. Kamto Maurice a également été rejetée au motif de pluralité d'investiture. Motif que nous avons trouvé illégal. Et nous allons le démontrer, c'est l'objet de notre deuxième moyen. Mais avant d'y arriver, nous allons exposer le premier moyen de notre recours, qui tient sur l'atteinte à l'éligibilité du candidat Maurice Kamto et à la validité de sa candidature. Donc, Monsieur le Président, allant donc droit au but, nous allons donc dire que notre premier moyen, tel que spécifié dans notre requête, tient, comme je l'ai dit tantôt, à l'éligibilité de la candidature du candidat Kamto Maurice et à la validité autant pour moi de celle-ci. Nous commençons d'abord par l'atteinte à l'éligibilité de sa candidature. Alors, Monsieur le Président, le code électoral, qui est le prévier des élections au Cameroun, traite de la question de maître. Attendez, vous avez suivi le rapport et vous avez dit que ce n'était pas le problème qui personne ne conteste, c'est quand. Le problème, c'est du type investiture. La loi a été claire. Il n'y avait pas à s'attaquer à cette question. Monsieur le Président, nous avons suivi, effectivement, s'agissant des questions d'éligibilité et de validité de la candidature. Et les candidats trouvaient aucune faute. Une chose qui veut dire que notre candidat avait produit devant cette institution toutes les pièces qui étaient exigées. Mais seulement, Monsieur le Président, et les grands, bien qu'ayant reçu l'ensemble des pièces exigées par la loi pour candidater à la fonction président, je me suis réjoui de cette candidature au motif de l'exigence de pluralité candidat. Alors, Monsieur le Président, nous avons suivi le rapport. Le rapport qui a été lu devant nous a indiqué que ce motif est légal et a convoqué à l'appui de sa position des dispositions des articles 716, 121 alinéa 1er et 127 et 128 du code électoral. Alors, selon le contraire, dit que ce motif invoqué par Eléka n'est pas légal. Alors, Monsieur le Président, quand on parcourt les dispositions qui traitent de l'éligibilité et de la validité de la candidature, s'agissant du chemin que notre client a emprunté, Eléka pouvait avoir pour ce cas 21 motifs légaux pour rejeter éventuellement notre candidature. Ces motifs sont prévus par ces dispositions, les dispositions des articles 117 à 124. Parce qu'il faut préciser, le président vraiment de la solidarité, que chaque disposition légale qui prévoit une condition postulée à la fonction présidentielle
un motif de rejet de votre candidature. Alors, pourquoi nous disons que le motif invoqué par l'INEC n'est pas légal? Nous le disons parce que ni la Constitution de la République, ni le Code électoral n'invoque le motif de pluralité de candidature pouvant être brandi pour appeler le rejet de candidature. Alors, monsieur le rapporteur, dans son rapport, affirme le contraire et il invoque, comme je l'ai dit tantôt, au total 4 dispositions légales. D'abord, l'article 116 dit que les dispositions de l'article 116 prévoient, selon lui, alors, que dit l'article 116 du Code électoral? Je cite, article 116, petit 13. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans, au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible dans le pays. Petit 3, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire, un jour, 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Petit 4, est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Alors, qu'est-ce qui, dans cette disposition légale, lui a laissé penser à la possibilité pour élégant d'invoquer la double investiture pour rejeter le candidat? Ça, c'est l'article 107. On va répondre très rapidement. Là, c'est l'élection présidentielle. Qui me dit donc que c'est un scrutin unique? C'est-à-dire qu'on va faire le code contient aussi d'autres élections. On parle d'élection de liste. Le contraire donc de l'élection présidentielle, c'est pas qu'il a démontré que si vous alliez plusieurs candidats, vous vous retrouvez dans une situation de liste qui n'est pas compatible avec celle-là, c'est clair. Le président, nous suivons. Qu'est-ce que fait l'économie du temps? Il a également invoqué les dispositions de l'article 121 et appliqué 127 et 128. Et le président, quand on parcourt toutes ces dispositions, il n'est pas clairement, quand je dis même clairement, c'est ce qu'on dit, il n'est pas indiqué que élégant peut utiliser du motif de double candidature, de double investiture autant pour moi, rejeter une candidature. Et pour preuve, monsieur le rapporteur, après avoir cité ces dispositions, et la jurisprudence, le président, vous a dit ceci, il n'était pas nécessaire que le législateur interdit expressément la double candidature. Monsieur le Président, quelle est donc cette interdiction qui n'est lue qu'entre les lignes? Quelle est cette interdiction qui relève de l'interprétation dans le respect des canons de l'interprétation? Pourquoi est-ce que monsieur le rapporteur a ajouté cette phrase à la fin? Ce n'était pas nécessaire que le législateur l'interdit expressément. Est-ce que nous avons oublié, monsieur le Président, que la date dit que ce que la loi a voulu dire, elle l'a dit. Est-ce que ce qu'elle n'a pas voulu dire, elle ne l'a pas dit? Vous dire, monsieur le Président, que ce motif de double investiture est des plus illégal. Ce motif est illégal. Pourquoi, monsieur le Président? Parce que, étant donné, comme vous l'avez rappelé ce matin, que vous n'êtes pas juge de l'investiture, que vous êtes plutôt juge de l'éligibilité, c'est même d'ailleurs ce que la loi dit. Alors, l'État ne devrait pas différer devant des motifs liés à l'investiture. Ça a été rappelé avant moi. Il revenait à l'État d'investiguer au niveau du manuel. Et si jamais l'État n'avait pas ce fichier, il pouvait justement solliciter le ménage. Qui a l'ADN, ça a été dit ce matin, des partis politiques. Pour savoir du manuel quel est l'organe exécutif en fonction. Et ça lui aurait exigé, monsieur le Président, de différer devant vous un tel motif. Alors, elle est comme l'enfer. Et sachant que chaque candidat qui voit sa candidature rejetée a un droit au recours. Est-ce qu'on va donc penser que elle est comme là, c'est le sort de ceux dont les candidatures sont rejetées au motif
droit au recours. Étant donné que, même si au-delà de ce motif dépose une requête, reste une requête, oui, à qui l'espace. Donc, Monsieur le Président, dans le cas de cette procédure, et on vous l'a dit avant moi, que dans un cas similaire, nous n'allons pas nous tromper. Alors que Eleka avait en face d'elle une candidature, elle a pu opérer le choix qui a été dit dans le premier dossier que vous avez connu ce matin, Pion élève Onana contre Eleka. Alors, je m'en vais livrer à l'attention de tout le monde. La motivation que Eleka a déployée pour choisir la candidature de M. Kouadia au détriment de la candidature de M. Léon Élève. Alors, le président de membre du Conseil, voilà ce qu'Eleka me dit. Déjà, c'est dans ses conclusions, poursuivi dans le dossier que vous avez connu ce matin, déchargé au greffe sous le numéro 87, en date du 28 juin 2027, et affiché au babillard, donc rendu public. Voilà ce que Eleka me dit. Je cite. Attendu M. Léon Ténère, Ounana, reproche au Conseil électoral d'élection Cameroun d'avoir accepté la candidature de M. Diapol, alors que la qualité de président du RDP de ce dernier est contestée d'une part, et que la lettre d'investiture du candidat concerné a été signée par un responsable du parti politique, dont la légalité et la légitimité seraient contestées d'autre part. Il convient de donner acte au requérant de ce qu'il reconnaît expressément que le candidat Diapol a déposé une lettre d'investiture du RDP. Ainsi, le candidat Diapol a respecté la condition fixée par l'article 122 alinéa 2 du Code électoral, toute chose ayant conduit le Conseil électoral à accepter la candidature. Attendu que s'agissant des discussions relatives à la légalité ou à la légitimité du responsable du RDPC ayant signé la lettre d'investiture du candidat Diapol, il y a lieu de noter que si un sénateur ou un avion n'apporte pas la preuve de la suspension du dit responsable de ses fonctions de secrétaire général du RDPC par une décision devenue élémentaire. Et c'est à bon droit que le Conseil électoral a reçu la lettre d'investiture délivrée par le candidat Diapol par le RDPC et a accepté la candidature de ce dernier en conforme à l'article 122 et 124 du Code électoral. Fin de citation. Pourquoi est-ce que Eleka n'a pas déployé le même raisonnement alors qu'elle avait en face la candidature, dit-elle, de M. le professeur Kantou Maurice, le candidat Kantou Maurice et M. Yesga Dufouné? Pourquoi est-ce que Eleka n'a pas déployé le même raisonnement? Aussi que dans le dossier de M. Kantou Maurice, il y a une lettre d'investiture. Pourquoi est-ce que ce même raisonnement n'a pas pris? Pourquoi les deux trois dossiers? Donc, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, Monsieur le Président, Eleka avait la possibilité d'investiguer servir un motif pour faire retenir celui qui peut rentrer dans votre compétence. Et pourquoi, dans le cas de ce dossier, nous avons reçu la requête, c'est-à-dire après le dépôt de notre mémoire, nous avons reçu la notification d'une requête formulée par Eleka. Et nous avons rappelé que Eleka n'a pas répondu à notre requête par le dépôt des mémoires. Nous n'avons pas reçu de mémoire. Ça a été dit. Mais en lieu et place du mémoire, Eleka nous a servi une requête dans laquelle elle sollicitait la jonction de nos deux. Et nous avons répondu à cette requête en disant que notre première requête a fait l'objet de désistement. Et nous savons tous, sont tous des juristes, que quand les requérants désistent de sa requête, cette requête n'existe plus. Donc, on ne peut pas solliciter la jonction d'une requête qui a fait l'objet de désistement et avec une autre requête qui n'a pas fait l'objet de désistement. Voilà la requête que nous avons reçue. Nous avons entendu par des jonctions de procédure ce matin.
également reçu une notification du mémoire du MINEF. Et nous étions curieux de savoir comment est-ce que le MINEF se retrouve dans notre cause. Parce que nous savons, Monsieur le Président, qu'il y a des moyens par les comptes utilisés sur ces institutions. Il y a également des moyens que toute personne qui n'a pas au principal ces institutions, ou alors qui n'y a pas été appelé, il y a d'autres moyens qui peuvent utiliser pour intervenir dans la procédure. Ça peut être une intervention volontaire, ça peut être une intervention forcée. C'est-à-dire, on est appelé dans la procédure par une partie qui est déjà. Ou alors on prend l'initiative soi-même d'entrer dans la. À ce moment-là, on peut faire l'intervention. Alors, nous étions à nous poser cette question. Mais je crois que nous avons eu la réponse ce matin, à savoir que c'est le secrétariat du Conseil constitutionnel qui a servi, qui a notifié nos requêtes. Alors, cela a été fait. On n'est plus dans l'ordre. Alors, le ministère a été interpellé comme pouvoir. Et le ministère est interpellé à tort par le Conseil constitutionnel, on le dit. Parce que devoir faire un mémoire et incongruité sur le président. Et cette incongruité constitue la preuve de ce que le ministère ne devrait pas être invité dans ce jour. Le ministère a lancé de son mémoire dit État du Cameroun, entre parenthèses, ministère de l'administration territoriale contre l'électeur. Alors, Monsieur le Président, nous savons que le ministère est un démembrement de l'État. Et que l'électeur également est un démembrement de l'État.